Bienvenue dans Wyclap, le podcast sur l'audiovisuel présenté par Sophia Innov Campus et animé par Lilian Viudes. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Nous commencerons par un micro-trottoir dirigé autour du cinéma, de ce monde si particulier, centré sur les films qui ont marqué et de la vie de nos intervenants. Puis, nous enchaînerons par la nouvelle fiction L'Ascension de Jean Miguel avec Mathis Fargo, Ornella Garcia, Clément Rivet, Matteo Roche, Charles Bonetto et moi-même Lilian Viudes. Puis, pour finir, nous interrogerons Xavier Ladjointe, un réalisateur scénariste et directeur de la photographie, sur les questions autour du monde du cinéma. Ça vous tente ? Alors, c'est parti pour le micro-trottoir. Nous sommes allés demander aux étudiants d'Innov comment voient-ils le monde du cinéma, quels films les ont marqués et quel est leur avis personnel. Nous leur avons posé ces questions lors d'un micro-trottoir. Pensez-vous qu'il est facile de travailler dans le monde du cinéma ? Alors facile, non. Je pense pas que ce soit facile parce que c'est un domaine assez de requin, comme il dit Mathieu. Et en vrai, je pense pas que ce soit facile, mais on peut y arriver si on a de la détermination. On peut y arriver si on veut, on peut. Ah, il y a deux poids, deux mesures. Je pense que ça peut être un peu compliqué de rentrer à l'aveuglette dans le monde du cinéma. Mais d'y travailler quand on a un talent, quand on a l'envie, la détermination, je pense qu'après c'est assez facile. Non, je pense pas que ce soit facile de travailler dans le monde du cinéma, mais je pense que si tu es passionné, tu peux y arriver. Si tu as l'envie, si tu travailles dur, tu peux réussir à travailler dans le cinéma, mais pas tout le monde n'est capable de le faire, je pense. Comment voyez-vous le monde du cinéma ? Le cinéma, c'est une industrie, et donc je pense qu'il y a beaucoup de travers. Mais je pense que c'est un monde de passionnés. Donc le monde du cinéma, c'est un monde de passion, je pense. Donc c'est beaucoup d'avis, c'est artistique. Je pense que c'est un beau monde. Non, je pense pas qu'il soit facile de travailler dans le monde du cinéma. C'est un métier où j'ai l'impression tout le temps se mettre à jour. Il faut tout le temps évoluer et toujours proposer quelque chose d'innovant pour pas lasser le public. Comment pensez-vous que se déroule un tournage entre le stress, les actions, etc. ? Alors là, je pense que c'est très très dur. Enfin, du moins mentalement, je pense que c'est même physiquement en soi, je pense que c'est très très dur parce que quand il y a des problèmes que tu dois régler, c'est surtout les tournages en cinéma, c'est pas un petit truc que tu peux régler en 3 secondes. Genre, c'est vraiment des fois c'est des trucs que tu as planifiés pendant des années et puis au final, tu dois changer parce que ça va pas, ça va pas. Je pense que mentalement, ça doit être chaud et physiquement aussi parce que tu dois courir de partout. Je pense que ça doit être dur à gérer, mais gérable, je pense. Ah, ça dépend. Moi, à l'intérieur, c'est-à-dire dans le travail des techniciens, d'un tournage, je trouve que ça peut être cool comme ça peut être un monde de requins. Voilà, je pense que c'est un peu les deux. C'est du showbiz aussi, hein, donc c'est qui va gagner. Donc je vois le cinéma un peu comme ça, comme du business. Oh, de A à Z, c'est stressant. De A à Z, et puis ça dure pas 2 mois, ça dure des années, donc le stress est permanent. Blague à part, parce que je le vois au grand écran quand je vais au cinéma. Mais en dehors de ça, on a la chance d'avoir un super festival à Cannes. Mais à part ça, oui, si la question c'est de manière abstraite, comment je vois le monde du cinéma. Après, je suis pas super objectif parce que j'ai bossé un petit peu dans le cinéma en Belgique, donc le petit monde du cinéma belge, comme on l'appelle là-haut. Je le vois, il n'est pas très différent du monde du cinéma en France, qui est assez fermé en fait, sous un masque d'ouverture. Donc c'est très particulier. Après, il y a des exceptions qui font qu'on peut y rentrer par différentes portes. Il faut montrer quand même une certaine expertise. Il faut que ce monde ait besoin de votre expertise ou de votre particularisme pour qu'il fasse appel à vous. Quel film considérez-vous comme important pour l'histoire du cinéma ? Alors si j'écoute mon instinct, je dirais Harry Potter. Mais si dans le sens de l'histoire du cinéma, pour diffuser des trucs, je pense que les tout premiers films ou les films de guerre, je pense que c'est le plus important parce que c'est les histoires, c'est l'histoire de notre truc, c'est notre vie, c'est comment on en est arrivé là. Donc je pense que les films de guerre, c'est le plus important.
Ah, il y en a quand même plusieurs hein, qui ont révolutionné le cinéma. Ah, moi, j'aurais dit Titanic, tu vois. J'allais dire Titanic, parce que quand on connaît un petit peu l'histoire de Titanic, à la base, le persona était pour les Européens. Les Européens, apparemment, aiment beaucoup la mort, apparemment. Et finalement, le film a fait carton de partout. Donc, je pense que c'est ce film qui a révolutionné le cinéma. En général, d'expérience, je pense qu'il faut être armé de patience en fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très long. Mettre en place des scènes, des séquences. En fait, on a tendance à oublier que c'est une industrie, et comme toute industrie, donc il y a plein de domaines et de métiers qui sont à mettre en place. Et c'est une espèce de synergie qui est nécessaire donc à mettre tous ces domaines et que ça s'aligne à ce qu'on veut faire. Donc je dirais que c'est quelque chose, il faut s'armer de patience et de créativité pour ceux qui produisent. Quel genre de film a révolutionné le cinéma pour vous? Moi, je pense Harry Potter, vraiment. Ça a lancé un truc de malade. Et puis, même dans le monde entier, en fait, tous ces grands trucs, et même Harry Potter, il y a plein de produits dérivés. Et ça continue encore aujourd'hui, alors que ça fait 50 ans que c'est sorti. Donc, je pense que ça a vraiment révolutionné un peu, à peu près 50 ans, à peu près. Et ça, je pense que ouais, ça a révolutionné un truc de malade. J'ai pas de film particulier, moi je regarde plutôt des films amateurs, pas très connus, parce que je préfère finalement voir des acteurs que je n'ai jamais vus au cinéma. Euh, donc j'ai pas de film en particulier. Mais après, voilà, faut s'intéresser un petit peu au réalisateur aussi, au style, c'est mieux. Alors il y a le fameux film Citizen Kane avec Orson Welles, le classique. Mais pour moi, et ça c'est mon pur truc perso, ce serait vraiment La Jetée de Chris Marker, qui n'est pas vraiment un film, qui est plus un diaporama, mais on va pas voilà, jouer sur les trucs. Mais pour moi, c'est un des meilleurs films de SF. Et il y en a très peu, des très bons films de SF français en plus, Cocorico. Et en plus, c'est doublé d'une magnifique histoire d'amour. Donc là, double coup de cœur. Et voilà, et le mec il traite du voyage dans le temps. En fait, il fait une boucle, ça va être très compliqué d'aller plus loin que ce qu'il a fait dans le voyage dans le temps. Sur le thème du voyage dans le temps, ça va être très compliqué de dépasser ça. Quelle œuvre aurait l'aura de devenir un film, selon vous? Un livre, j'ai un livre que j'avais lu il y a longtemps, ça s'appelait Time Ranger, je crois, un truc comme ça. Et c'était en gros l'histoire de policiers, enfin de gens qui avaient été sauvés à différentes époques et qui devaient sauver les périodes en voyage dans le temps. Et franchement, un film comme ça, moi je pense que ça aurait été un monstre, genre un banger, un film comme ça. Mais tu vois, en livre déjà c'était pas mal, alors en film, je pense que avec les budgets d'aujourd'hui, on peut adapter à un truc de fou. Alors, la série est très à la mode, on est d'accord, mais il y a aussi les séries de films qui sont très à la mode, c'est-à-dire on vous sort un film, puis encore un film, puis encore un film, qui est une forme de série quelque part. Et ben moi j'aimerais beaucoup voir le cycle de fondation d'Asimov, mais pas fait là comme apparemment c'est fait et que c'est pas génial, parce que ça demande évidemment beaucoup de budget, vu que c'est un truc sur ces 6 livres, le truc c'est énorme. Mais je pense que ça ferait le plus grand bien, surtout actuellement où il y a l'IA qui apparaît beaucoup. Et je trouve que le traitement du sujet sur l'IA, c'est pas top. Et dans les cycles des robots et des fondations d'Asimov, il a une approche toute particulière sur les IA. Et ce serait bien qu'on entende un petit peu des choses différentes. Ah, j'ai pas vraiment d'exemple, parce qu'il y a énormément de livres qui ont été adaptés au cinéma. Donc après moi je sais que là en ce moment je suis sur un livre qui parle de la Révolution française. Honnêtement, il n'y a pas forcément d'histoire, ça explique de A à Z de façon chronologique le cours du temps de ce qui s'est passé je continue de cette révolution, et je pense que sous forme de cinéma avec un bon réalisateur, ça peut durer à peu près 2 heures et ça peut être parfait, et j'aimerais bien que ça se fasse au cinéma. Comme ça peut aussi donner envie aux gens de regarder pour s'instruire historiquement. Voilà. Ah, mais il y en a plein, mais rien qu'entre le passage entre le muet et le parlant. Après, si on va dans des trucs un petit peu plus modernes,
Il y a du passage, enfin pas plus moderne, mais il y a aussi entre le passage du noir et blanc à la couleur, des choses qui ont révolutionné le cinéma. Moi j'ai envie de dire, et ça c'est entièrement subjectif, mais il y a toute la filmographie de Stanley Kubrick, qui pour moi c'est une masterclass dans chaque film qu'il fait. C'est un des rares en fait réalisateurs qui, chacun de ses films sont dans un genre de film différent. Et ils sont pas tous équivalents, mais dans chacun, il pose une masterclass, que ce soit un film d'horreur avec Shining, que ce soit un film de bataille avec Barry Lyndon, que ce soit un film de science-fiction avec 2001. Le mec, à chaque fois qu'il fait un genre, c'est masterclass. Et ça, on a beau me dire des Quentin Tarantino, des Steven Spielberg, c'est tout ce que vous voulez, mais l'autre, il fait un film, c'est une masterclass, dans chaque genre. Tu vois, en plus, il n'a pas eu le temps de devenir médiocre. Parce qu'un Spielberg, il y a des films qui sont pas, franchement pas ouf. Il en a tellement fait sur une longue durée que forcément, il y a un moment, sans dire qu'il fait de la merde, on va dire il fait des films médiocres. Et ben, Kubrick, il n'a pas eu le temps. Quasiment tous. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais voilà. Ah, ok. Alors, je lis pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un livre. Ah, ben justement, quand on parlait d'industrie du cinéma, il y a le livre Brave de l'actrice Rose McGowan. C'est l'actrice qui a joué dans Charmed, qui justement, elle dénonçait tout ce qui se passait dans l'industrie du cinéma à Hollywood, tout ça. Et je pense que c'est une adaptation au cinéma, justement, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, puisque voilà, ça montrerait un peu tous les travers, un peu tout ce qui se passe, la drogue, comment on traite les femmes dans le monde du cinéma. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant de le voir au grand écran. Avez-vous un réalisateur dont vous appréciez particulièrement les œuvres? Chris Columbus. Hein. Chris Columbus, les 3 premiers Harry Potter. Les 2? Ah bah je suis un inculte, excusez-moi. Mais franchement, ouais, celui-là, je pense que je le kiffe. Et Christopher Nolan aussi, ses films. Réalisateur, scénariste, sûrement producteur. J'aime beaucoup Nolan. Parce que je m'identifie un petit peu à ce qu'il fait. Je comprends très vite ce qu'il fait. Donc oui, je dirais lui. Avez-vous un acteur que vous aimez particulièrement? Je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue à Anakin Skywalker. Hayden Christensen. Ou Tom Felton, celui qui joue Drago Malfoy. J'hésite entre les deux, mais je pense que... Enfin, c'est l'un des deux. Mais plus Tom Felton, en fonction de mes préférences, je pense plus Tom Felton. Alors en beauté, j'aime beaucoup Chris Hemsworth, celui qui fait Thor. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est charismatique ce monsieur. Voilà. Il est un petit peu vieux maintenant, un petit peu vieux non, mais il est avec une femme, il a des enfants, mais mon Dieu qu'il est beau. Mais en soi, un acteur que j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup Emilia Clarke qui a fait Game of Thrones. Je la trouve polyvalente. En tant que femme, j'aime beaucoup cette actrice. Et en acteur qui joue très bien. Dans la série Viking, celui qui joue Floki. Pour moi, c'est l'un des très bons acteurs. Je le trouve incroyable. Enfin, il le tient, son personnage. Donc ouais, j'aime beaucoup cet acteur. Il y en a pas mal, mais il faut reconnaître que moi j'aime bien, bon, c'est rien d'incroyable, quoi, mais j'aime bien Leonardo DiCaprio. Il marche bien, le mec, il est balèze. Après, il y a Joaquin Phoenix qui marche très bien aussi. J'aime bien Audrey Fleurot en France, j'aime bien Jennifer Lawrence, sinon à l'étranger, et puis voilà. Pour combien est-ce que vous joueriez une brute? Moi, cher, parce que déjà, ça va être un très long boulot sur moi-même, donc je pense que, parce que je peux me débrouiller, mais le truc c'est que je pense que, allez, si je donne un truc genre 3-4 millions, je pense, même peut-être un peu plus. Parce que, frère, t'imagines pas, excuse-moi pour le frère, mais t'imagines pas le long travail que je dois faire sur moi-même pour pouvoir jouer une brute. T'imagines, genre, c'est un truc de fou. Genre, ouais, je pense que 3 millions, c'est parfait. Pour combien joueriez-vous le méchant d'un film? Pour combien? Ah, moi, je peux être méchante dans la vraie vie, donc pour pas beaucoup, on va dire que, allez, pour un petit million. Gratuit, moi je le fais le film, pardon. Non, mais pour je sais pas, ça dépend. Ça dépend le film. Si c'est un court-métrage, on s'adapte, mais non, ça dépend de la prod, bien sûr. Mais non, moi, ça me dérangerait pas trop.
Est-ce que certains de ces avis sont en adéquation avec le vôtre? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dans tous les cas, vous avez eu un petit aperçu de certains points de vue. Enchaînons. Nous allons donc enchaîner avec notre nouvelle fiction narrative, l'ascension de Jean Miguel. Comment un coup du sort peut changer le destin d'une personne et le conduire sur le tapis rouge. Encore une journée pourrie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir assistant comptable déjà? Ah oui, on m'a pas laissé le choix. On a toujours été comptable dans cette famille. Tu ne dérogeras pas à cette règle. Putain. En plus, je suis sûr que je me retrouvais dans les bouchons. Et voilà, les bouchons. Fait chier, putain. Bah tu sais quoi, je vais aller de ce côté cette fois. C'est pas vrai. C'est quoi ça? Oh merde, c'est pas vrai? J'arrive. Ça va monsieur? Est-ce que vous allez bien? Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. C'est normal, Vous vous appelez comment? JM. C'est un diminutif? Oui, de Jean Miguel. Ah. Vous allez bien tous les deux? Oui, ça va, mais je pense qu'il devrait aller à l'hôpital quand même. JM, je voulais te remercier. Tu as fait preuve de courage et d'héroïsme sans penser aux conséquences. C'est exactement ce que je recherche. Comment ça? Je suis Hannibal Collins, je suis un réalisateur et je cherche le personnage principal de mon prochain film. Alors, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Vous êtes sûr que... Mais oui! Écoute, si ça t'intéresse, viens dans une semaine au Studio Lumière. On cherche de la spontanéité et de l'honnêteté. Mais je ne sais pas si... Mais si. Bon, t'y réfléchiras et puis tu verras. Je sais pas vraiment si je dois faire ça. Mais qu'est-ce que tu risques? JM, t'as jamais aimé ton boulot. C'est l'occasion de changer de vie. Mais j'ai jamais fait de théâtre. Je sais pas si je serai à la hauteur. Si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu ne sauras jamais. Tente ta chance. Qu'est-ce que tu risques? Je peux pas faire ça. Je suis pas un acteur enfin. Putain, pourquoi je suis ici? Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Après, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Si ça rate, j'ai juste à retourner à mon boulot. Comme d'habitude. Putain de boulot d'assistant comptable. Bon, allez, du courage. Bienvenue à tous, je suis Hannibal Collins, le réalisateur. Merci de vous être déplacés. Vous allez tous passer sur scène avec le texte que je vais vous donner. Nous cherchons de la spontanéité. Le personnage que vous allez incarner est un enquêteur envoyé sur une affaire de disparition. Vous êtes en train de résumer à la famille de la disparue vos premières constatations. Allez, bonne chance à tous. Oh purée, j'aurais jamais dû entrer ici. Je vais me ridiculiser devant tout le monde. JM, c'est ça? Oui. Clara Martinez, directrice de casting. C'est moi qui vais sélectionner le rôle principal. Hannibal m'a parlé de vous. Ah, oui. Vous lui avez sauvé la vie. Il a de grands espoirs pour vous. Super, ça me met pas du tout en pression. Ne vous inquiétez pas, soyez naturel, c'est le plus important. Si vous le dites. Allez, bonne chance.
Oh putain, ça va être à moi. Silence! Plateau! Bon, allez. Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Monsieur Jack, je viens vers vous pour parler de ce que j'ai découvert pour le moment. Il semblerait que votre fille soit montée dans une voiture noire banalisée le soir du vendredi 13 octobre à 20h40. J'ai pu me procurer les vidéos de caméras de surveillance de la zone et on voit la voiture quitter la route principale pour se diriger vers la sortie de la ville. J'ai envoyé des agents de police fouiller les villages aux alentours. Ils ont retrouvé la voiture, mais la maison était vide. Soyez fort, monsieur, car nous avons trouvé des traces de sang dans la cave. Des analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit de l'ADN de votre fille ou de quelqu'un d'autre. Je vous tiendrai évidemment au courant de l'avancée de l'enquête. Pour le moment, impossible de dire si Elisa est encore en vie ou pas. Très bien, JM. Merci pour ton passage. On te recontactera si tu es sélectionné pour le rôle. D'accord. Bon sang, il ne reste plus qu'à attendre. Enfin, il y a très peu de chances pour que je sois pris de retourner au travail. Et allez, encore un nouveau jour en enfer. Qui m'appelle si tôt le matin? Je dors encore là. Si c'est le boulot, je commence à en avoir assez de toutes ces sollicitations. Bon, ok, j'arrive. Oui? Oui, c'est Jean-Miguel. Oui, c'est ça. J'ai fait un casting il y a quelques jours, pourquoi? Sérieux? Mais vous êtes sûr? Bon, ok, d'accord, je serai là. Oui, ok, merci. Bonne journée à vous aussi. J'y crois pas, j'ai le rôle. Putain, ouais! Oh merde, t'es tombé. Bon, JM, là t'as la chance de faire autre chose dans ta vie qu'être putain d'assistant comptable. Va falloir que tu assures. Allez, on y croit. Comme pendant le casting. Oula, il y a du monde. Ah, JM, te voilà. Alors, prêt pour le premier jour du reste de ta vie? Ouais, normalement. J'ai encore du mal à croire que j'ai été sélectionné. Ah bah tu sais, c'est Clara qui choisit, hein, c'est pas moi. Et elle a reconnu en toi les mêmes qualités que j'ai vues le jour de l'accident. J'espère que je vais être à la hauteur. Oh mais si, je suis sûr que tu seras à la hauteur. Bon, tu l'as été la première fois, tu seras bien nouveau. Bon, mais d'abord, le maquillage. Ok JM, ça va être à toi. Et n'oublie pas, sois naturel, d'accord? Ok. Silence! Plateau! Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Et action! Bonjour, je suis inspecteur Wallace. Je suis l'enquêteur qui va travailler sur la disparition de votre fille. Est-ce que vous vous souvenez du dernier endroit où vous l'avez vue? Je pensais pas que c'était si intense ce travail d'acteur. Et oui, c'est en répétant qu'on obtiendra la meilleure prise. J'espère que j'ai été plutôt bon. Oh mais enfin, arrête de te dévaloriser, mais t'as été génial! Tu es exactement ce qu'il nous faut pour les rôles. Et tu as même ajouté une nouvelle corde à ton arc. En fait, c'était plutôt amusant à faire. Je savais que ça te plairait. C'est clair que je préfère ça à mon poste d'assistant comptable. Ah bah tu vois, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et si le film fonctionne bien, j'aimerais bien en faire une saga. Et dans ce cas-là, j'aurais encore besoin de l'inspecteur Wallace. Je serai là pour l'incarner. Super!
JM, où est-ce que tu étais? Ça ne te ressemble pas de rater autant de journées de travail? Oui, je sais. J'espère que tu as une bonne explication. Oui, j'en ai une. Une excellente. Je démissionne. Quoi? J'ai trouvé un nouveau travail qui me satisfait bien plus qu'être assistant comptable. Mais tu... Je suis venu récupérer mes affaires. J'ai passé bien trop de temps ici. Maintenant, je change complètement de voie et j'en suis fier. Et qu'est-ce que tu vas faire? Vous n'avez qu'à guetter les sorties de cinéma dans 1 an. Vous me retrouverez là-bas. Cinéma? Tu vas essayer de percer dans le cinéma? Mais tu es bien sûr de ce que tu fais? Pense à ton père. Mon père a toujours décidé de ma vie jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je décide pour moi et pour moi seul. C'est un peu égoïste, mais ça me plaît. Maintenant, je sais ce que je veux faire. JM, attends. Et pour finir notre émission Wake Up, voici notre interview. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier Ladjointe, un réalisateur, scénariste et directeur de la photographie. Nous allons pouvoir connaître son avis sur des questions autour du monde du cinéma. Xavier, bienvenue. Nous sommes tous très curieux de connaître votre avis sur ces questions. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Donc, Xavier, tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à notre interview sur ce podcast. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est le domaine de l'audiovisuel. Nous avons découvert une partie de votre parcours et de vos réalisations. Cela nous a rendu vraiment curieux d'en savoir beaucoup plus et de vous découvrir. Vous êtes donc auteur, réalisateur, scénariste et écrivain. Vous avez suivi des études à la faculté de sciences à Avignon et ensuite à l'ENSERG, l'École nationale supérieure d'électronique et de la radioélectricité. Vous n'avez pas commencé votre parcours dans l'audiovisuel. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour justement faire des études en fait de scénarisation cinématographique à l'INASUP? Alors c'est vrai que je n'ai pas fait un parcours habituel, hein. Je me suis plutôt formé en autodidacte, voilà. Donc en fait mon premier élan ça a été de faire des films, d'abord des courts-métrages de fiction. Et puis après je me suis formé sur le scénario parce qu'il faut savoir avant tout bien raconter une histoire. Et à partir de là, j'ai pu... ce que je fais en fait à l'heure actuelle, c'est je suis un auteur-réalisateur et pas directeur de la photo, hein, parce que je sais que c'est sur internet que vous avez trouvé les informations sur Halluciné, il m'a identifié en tant que directeur de la photo, mais je n'ai pas la prétention de l'être. Je suis donc auteur-réalisateur, c'est-à-dire que je réalise ce que j'écris et j'écris du documentaire. Mais un documentaire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un film, hein, c'est un documentaire. Dans mes documentaires, en tout cas, il y a une histoire qui court pendant tout le long du film. Alors oui, donc du coup, moi, j'avais fait des études d'ingénieur, rien à voir. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai eu la nécessité d'écrire. Alors, j'ai commencé par écrire des poèmes, des chansons. Et puis un jour, je me suis mis à écrire un scénario de long métrage, pratiquement d'une traite, c'est-à-dire sur un ou 2 mois. Et je l'ai envoyé à Jean-Claude Guiguet, qui était un réalisateur sur Paris, qui est malheureusement décédé, mais qui a fait plusieurs films qui sont passés aussi à Cannes, au Festival de Cannes. Et il m'a dit oui, c'est très bien, mais il faudrait que vous écriviez un petit court-métrage pour pouvoir le réaliser, parce que là, un long-métrage, c'est un peu trop ambitieux. Et j'ai commencé comme ça à faire des courts-métrages en parallèle de mon métier d'ingénieur, hein. Et ça m'a tout de suite happé, c'est-à-dire que j'ai besoin, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de créer un peu chaque jour, et donc de travailler sur des histoires, sur le réel. Alors maintenant, je me suis orienté plus sur le réel, mais il y a toujours une volonté de raconter une histoire et de faire passer quelque chose. Donc je pense que déjà la première qualité d'un auteur-réalisateur, c'est qu'il doit avoir quelque chose à dire, parce que s'il n'a rien à dire, c'est un peu un problème. Alors après, il peut y avoir des réalisateurs purs, c'est-à-dire qui n'écrivent pas et qui réalisent en images. Mais moi, je suis vraiment un auteur-réalisateur.
Voilà. Et donc du coup, j'en suis ensuite arrivé au documentaire. Après le documentaire, j'ai commencé en fait à filmer les gens de l'association intermondialiste Attac dans le 06. Et du coup, parce qu'au départ, ils n'avaient pas d'exposition, ils n'avaient pas de visibilité, et sur Internet notamment. Et j'ai commencé à faire des petites vidéos de manifestations, d'éducation populaire, etc. Donc Attac, c'est une association intermondialiste qui vise à éduquer les gens sur les problèmes financiers, économiques, politiques de la planète. Et puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi j'en ferais pas un documentaire? Donc je les ai suivis, j'ai continué à les suivre pendant 1 an et demi. J'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture. J'avais le genou cassé. Et pendant ma convalescence, j'ai commencé à monter moi-même le film. Et puis, il s'est avéré que j'étais beaucoup plus doué au documentaire qu'à la fiction. Et le film fonctionnait. Voilà comment j'ai commencé. Mais j'ai commencé de manière autodidacte. J'ai jamais fait d'école de cinéma, et à part un petit peu de scénarisation. Mais voilà, c'est surtout l'envie de faire connaître ces gens-là et de faire connaître ce qu'ils disaient, que je trouvais admirable. C'est cette envie-là qui a fait que j'ai fait ce premier film, ce premier long métrage. D'accord, vous avez en plus répondu à une des questions qu'on avait préparées tout seul. C'est merveilleux. Donc également, on a pu trouver dans nos recherches qu'en 2018, vous poursuivez vos études au CEFPF, le Centre européen de formation à la production de films. Donc est-ce que vous avez été conseillé de faire cette formation, ou est-ce que vous avez été d'aller par pur hasard? Et pourquoi ce choix? Alors non, je ne suis pas allé par pur hasard. Je voulais faire écrire de la série télé, ou ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est une série de plateformes. Et du coup, je voyais bien qu'il y avait une technique avec en fait, pour une série, il faut écrire une bible dans laquelle on donne évidemment l'intrigue sous forme de synopsis, une note d'intention, et il y avait aussi des arcs personnages à décrire, etc. Donc c'était pour faire ce dossier-là que je m'étais inscrite à cette formation, et qui est vraiment très bien. Et du coup, suite à ça, j'ai écrit une série sur la ville de Cannes. En fait, je voulais, donc où j'habite, je voulais, métamaphorer, je sais pas si on dit pas. Je voulais faire une métaphore de Cannes à travers une intrigue et des protagonistes en fait qui sentent qu'il va y avoir un tsunami, mais qui sont incapables de le prouver. Et du coup, est-ce que ça s'appelle l'invention de la vague? Est-ce que c'est une invention de leur part, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Donc ça parlait de l'instinct, c'est-à-dire dans notre vie, à quand on doit faire confiance à son instinct plutôt qu'à sa raison. Ça parlait de ça, et puis ça parle aussi de Cannes, qui est une ville partagée entre tourisme d'affaires et vie locale, comme toutes les villes, et qui des fois n'arrive pas à faire le lien entre les deux, Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de Cosplay Production et du travail que vous y avez effectué? Alors, donc, chez Cosplay Production, en fait, c'est Jean-Marie Laronze, un producteur qui avait monté sa société de production. Et j'avais écrit en fait un court-métrage qui s'appelle La Plage, mais qui n'a rien à voir avec la plage de Cannes. C'est la plage d'Argelès, où en fait une grand-mère allait sur cette plage justement en fin de vie pour se remémorer ce qu'elle avait vécu. Et en fait, on apprend que sur cette plage il y avait un camp de concentration pour les Espagnols. Donc c'était en 1939, quand Franco, un dictateur,
a pris le pouvoir en Espagne, il y a 500 000 réfugiés espagnols qui sont rentrés en France et qui ont été accueillis un peu dans des conditions assez minables. Et du coup, voilà, à la fin de sa vie, comment dire, hein, elle dépassait son trauma et disait à son petit-fils qu'effectivement, elle était sur cette plage, mais qu'il n'y avait rien, quoi. Alors donc, ce court-métrage avait ému Jean-Marie Laronze, et du coup, on avait décidé de le produire, mais on n'est pas arrivé. Enfin, lui n'est pas arrivé, voilà, ça s'est pas fait, mais c'est une bonne expérience, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je vais écrire le long métrage Et donc c'était l'histoire d'un petit-fils qui recherchait ses origines en Espagne. Évidemment, c'était un peu, enfin, pas autobiographique, mais c'était inspiré de ma famille, puisque effectivement... Harmonie Franco et mon voilà. grand-père. Alors, non, au départ, il y a un long métrage de fiction où j'invente un petit-fils qui est dans l'immobilier et qui apprend que sa grand-mère a hérité d'un immeuble à Barcelone, et donc sous l'emprise de gagner beaucoup d'argent, il lui propose d'aller récupérer cet immeuble. Et puis là, il apprend qu'en fait, elle faisait partie des réfugiés espagnols qui ont atterri dans un camp de concentration. Elle n'en avait jamais parlé. Et il découvre ses origines. Et là, c'est pareil. Le scénario est sélectionné par la maison des scénaristes à Cannes, pendant le festival de Cannes. Je rencontre une productrice qui me dit « Ok, on va le faire ». Et cette productrice m'a lâchement abandonné. On va dire, c'était à Pâques 2000. Oui, c'était à Pâques 2014 à peu près. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai passé tellement de temps à étudier cette histoire, à étudier l'histoire et puis à étudier cette histoire et à créer cette histoire, que je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai réécrit le scénario, mais je me suis dit, c'est ma propre mère, qui s'appelle Jeanne en fait en France, mais qui s'appelle en fait Harmonia, qui veut dire harmonie aussi en espagnol, et je l'ai amenée sur la terre de ses origines pour qu'elle me raconte ce qui s'est passé, ce qu'on lui avait légué, et je raconte à travers cette histoire, en fait, avec une voix off tout le long. C'était un choix. On a vraiment bâti le film sur ma voix off, qui raconte voilà, ce que je ressens à arriver sur les lieux, quand ma mère me parle, quand ma mère me parle pas, etc. Et donc ça a donné le film Harmonia Franco et mon grand-père, mais j'avais juste un monteur avec moi, avec qui j'ai passé plus d'un an, 1 an et demi à monter le film. Et ensuite, je l'ai envoyé dans des festivals et ça a bien marché. Et du coup, le film a trouvé un distributeur qui s'appelle BKE. Et on a pu distribuer le film dans 34 salles en France. Alors ça tombait bien, c'était en 2019. Donc on voit le temps qu'il faut de 2014 où je tourne jusqu'en 2019. 2019, ça tombait bien, c'était les 80 ans de la Retirada. La Retirada, c'est justement l'exil en masse de ces réfugiés espagnols. Et c'était l'anniversaire des 80 ans. Et donc on a profité, on a un peu surfé là-dessus auprès des associations hispaniques qui étaient ravis de voir le film, puisque en fait il y a beaucoup de descendants d'Espagnols ou d'Espagnols qui étaient surtout dans le sud-ouest, qui sont en France et qui trouvaient qu'on ne parlait pas assez de leur histoire. Donc ça a été assez émouvant. Donc c'est comme ça que je suis rentré, on va dire, dans le monde du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je suis reconnu, puisque j'ai un film qui est sorti en salle, etc. Parce que il faut... Voilà, les 2 précédents films que j'avais fait, Ma vie avec Attaque et À toi qui va naître, n'étaient pas distribués. Donc on peut faire un film, tout le monde peut faire un film, mais après savoir le distribuer, c'est autre chose.
Voilà, et c'est la chance que j'ai eue avec ce film Harmonia, Franco et mon grand-père. Donc justement, je suppose que Harmonia, Franco et mon grand-père est une réalisation qui vous tient à cœur. Oui, c'est bon qu'on puisse dire. Oui, c'est pour ça. Mais donc c'est justement car, si j'ai bien compris, c'est vraiment du personnel, c'est l'histoire de votre famille, etc. etc. Oui, tout à fait. Ben là, je me mets en scène, on va dire par une voix off, et je mets en scène ma mère. Hein. Après, c'est pas une fiction, mais il y a de la mise en scène, c'est-à-dire que je filme les gens d'une certaine manière, avec une certaine lumière. Voilà. Donc, et de toute façon, j'avais une caméra à l'époque qui était la Pocket Magic de... Ouais, c'est ça, c'est de Blackmagic, qui, elle n'avait pas de capteur stabilisé. Donc en gros, si on la prenait à la main, ça bougeait trop. Donc ça m'a forcé à faire des plans, à composer des plans de manière, posée avec un pied. Donc pendant tout le film, même dans des endroits improbables, je suis avec mon pied et ma caméra, le son aussi. Voilà. Est-ce que vous pourriez, enfin du moins quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes qui souhaitent se lancer dans le même domaine que vous? Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, en fait, ce que je constate par rapport à ma génération, c'est qu'il y a beaucoup plus d'écoles de cinéma, il y a beaucoup plus de formations. Après, et les gens cherchent un sens à leur vie. Et effectivement, quelqu'un qui a la possibilité de faire des études de cinéma ou des études de comptable va peut-être maintenant plus choisir des études dans le cinéma. Mais comment dire, le conseil que j'aurais à donner, c'est que il faut avoir quelque chose à dire déjà. C'est pas forcément tout le monde. Après, il faut savoir si on est plutôt du côté de la technique ou du côté de la création. Il y a ça aussi, hein, puisqu'on peut très bien être dans le cinéma et ne pas écrire une ligne de scénario et ne pas avoir envie de filmer. Enfin, de filmer une histoire propre ou une histoire qu'il a écrite. C'est surtout d'avoir quelque chose à dire, en fait. C'est plus... C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ce film, Harmonia, Franco et mon grand-père, c'était vital. C'est d'autant plus vital que, je ne sais pas si vous avez vu le début du film, j'allais être opéré à cœur ouvert, donc je me suis dit, il faut que je fasse ce film parce que ça se trouve, ça va mal se passer à l'opération et je ne serai plus là. Donc il y a une nécessité vitale, en fait. Il faut une nécessité vitale pour, en tout cas, être un auteur-réalisateur. En tout cas, c'est sûr. Et puis après, il faut beaucoup de, comment on dit, d'abnégation, de persévérance. Il faut jamais lâcher le morceau, parce que dans un film, que ce soit un documentaire ou une fiction, il y aura toujours des problèmes techniques, il y aura toujours des problèmes d'argent, il y aura toujours des problèmes de personnes. Et donc seule, en fait, votre foi et puis votre persévérance vous mèneront jusqu'au bout, quoi. Je me demande tout à l'heure, quand vous nous aviez parlé, vous avez parlé justement que vous enseignez. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner? Alors là, qu'est-ce qui m'a poussé à enseigner? C'est une directrice d'école qui vient de se monter là sur les studios de la Victorine, qui est Studio M. Et la directrice pédagogique m'a contacté parce qu'on était en relation pour l'écriture d'un scénario de série que j'avais écrit aussi sur... justement sur mon expérience d'opération à cœur ouvert et de questionnement sur la vie suite à cette opération. Donc c'est Bahare Azimi avec qui je devais travailler, sauf qu'encore une fois on a été lâché par une productrice. Et elle me connaissait, elle avait vu Harmonia, Franco et mon grand-père, qui était sorti à Paris au Saint-André-des-Arts. Dans le quartier latin, et elle m'a contacté, elle m'a dit voilà, j'ai besoin de professeurs. Est-ce que tu veux être professeur à l'école pour faire un bachelor sur 2 ans? Et moi je lui ai dit non. Non, parce que je me sens pas capable, etc. Et puis donc elle m'a dit mais si, moi ce que je veux c'est que tu leur passes ton expérience, c'est que tu le fasses avec eux,
que tu leur expliques avec eux ce que toi, comment tu réalises, etc. Et donc j'ai commencé finalement à dire ok, parce que je devais partir au Burkina Faso là, pour un tournage, mais je ne suis pas parti. Et donc je lui ai dit, bon ben je suis libre, alors ok, je vais essayer de préparer des cours. Alors il y a des choses qui sont assez théoriques de toute façon, donc il faut quand même passer par un enseignement académique, c'est-à-dire parler dans la réalisation du hors-champ, parler de la profondeur de champ, etc. et montrer qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Donc moi j'ai orienté mon cours. Alors je ne sais pas si vous avez des cours de réalisation ici, on m'a dit que oui, hein, mais je pars en fait d'exemples de films sur, mettons, le son, qu'est-ce qu'on peut faire avec le son. Et ensuite, je leur fais faire un petit travail pratique, voilà, sur 3 heures. Donc ça doit un peu ressembler à vos cours, je ne sais pas. Mais bon, moi je suis en pleine création de mes cours et je vais terminer au mois de mars et j'ai encore d'autres cours à préparer. Alors, est-ce que vous avez des références ou des personnes qui ont inspiré votre parcours et vos choix? Ah ouais, alors alors déjà il y a eu Jean-Claude Guiguet, qui est donc un réalisateur de films d'art et d'essai, qui à l'époque m'a encouragé. Il m'a dit oui, il y a quelque chose, vous avez quelque chose à dire, donc continuez. Après, j'ai un ami, un ami Stéphane Koda, qui est monteur et aussi du coup comment dire, un travail dans la couture aussi. Et lui, c'est lui qui a monté le film Harmonia Franco et mon grand-père. Et lui m'a beaucoup poussé, ouais. Et du coup, mais c'était pas agréable, hein, des fois c'est pas agréable, hein, parce que quand j'amène quelque chose et qu'il me dit c'est de la merde, il faut qu'on recommence, etc. Enfin, je parle du montage de Harmonia Franco et mon grand-père. Oui, lui m'a poussé, mais des fois c'était pas agréable. Voilà, après, j'ai des gens autour de moi. Donc il y a un bibliothécaire écrivain qui est Philippe Bouet aussi, qui m'a aidé à écrire la voix off de Harmonia Franco et mon grand-père. Qui m'a poussé, qui m'a dit oui, tes images elles sont superbes, il faut faire quelque chose. Voilà, et puis récemment en fait il y avait Pierre Lepski qui est qui était directeur du site de Cannes de Thales Alenia Space, là où je travaille en tant qu'ingénieur, parce que du coup je travaille en tant qu'ingénieur à hauteur de 3 jours par semaine. Mais lui donc avait vu le film Harmonia Franco et mon grand-père. Il m'a dit moi j'aimerais bien que tu fasses un film sur l'histoire de l'aérospatiale, qui a donné donc un grand documentaire de 2h15 qui s'appelle Du sable aux étoiles. Par contre celui-ci il n'est pas sur internet parce que le film a été récemment censuré. Ah, le problème justement avec internet aussi. Non, mais c'est que la direction de la communication n'a pas aimé le film parce que je pense qu'ils parlent trop de l'humain, et eux ils s'attendaient à quelque chose qui était plus sur un film de communication avec de la propagande. Malheureusement c'est pas ce que je fais, donc ça s'est un peu mal passé, mais bon, le film existe, hein. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, mais pour l'instant on peut pas le diffuser, mais ça a été pour moi l'occasion de rencontrer Christophe Camorano, qui est actuellement mon producteur chez Jirel Productions. Voilà, ça a été une belle rencontre, même si le film n'a pas été diffusé. Il a été diffusé une fois au Cinéum sur une semaine, mais c'était qu'aux salariés. Et du coup, voilà, c'est dommage, mais ça m'a permis de faire cette belle rencontre avec un producteur. Donc je peux vous parler de ça aussi, parce que en fait, comment on rencontre un producteur, c'est ça, hein, quand on est auteur-réalisateur, jeune auteur-réalisateur, on doit rencontrer on va dire un peu son alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir produire vos films parce qu'il vous comprend, parce qu'il sait, il voit, vous avez à peu près la même vision, tout simplement. Rencontrer un producteur, c'est presque rencontrer son alter ego, mais en côté production.
Et du coup, voilà, ça m'a permis de rencontrer Christophe Camorano qui est producteur, qui est sur Nice, mais aussi sur Orléans et Paris, et qui produit que des documentaires. Donc ça tombe bien parce que je fais que du documentaire, enfin que entre guillemets. Est-ce que vous avez des projets que vous n'avez pas encore pu réaliser ou alors qui sont en cours de réalisation? Alors pour les projets en cours, il y a des choses qui sont écrites mais qui n'ont jamais été tournées. Je pense à la série sur Cannes, série fictionnelle, où là effectivement je me place plus comme scénariste en fait. C'est-à-dire j'ai pas envie de réaliser les épisodes, mais dans la série il y a un créateur qui est essentiellement scénariste et qui dirige la création de sa série. Et là, donc j'ai écrit une série sur la ville de Cannes qui s'appelle L'invention de la vague, un peu fantastique. Et une autre série que j'avais écrite, ça s'appelle... ça s'appelle Le cœur... Bon, je sais plus. En fait, c'était suite à mon opération du cœur et à mon séjour en centre de convalescence. J'avais récolté un peu la parole des malades, leur expérience, etc. C'est un peu ça aussi, être auteur-réalisateur. Ça veut dire que c'est dans la vie de se dire à un moment donné, ça c'est intéressant, je vais essayer de capter des témoignages et d'arriver ensuite à en faire un film. Donc il y a ces deux projets de série, il y a le projet de fiction, de long métrage sur la guerre d'Espagne et la retirada, hein. Mais je pense que celui-là, moi je l'ai fait ce film maintenant, donc il n'y a pas de problème. Après là en cours, je cherche des idées, des sujets. Mais en fait ce que je voudrais faire, c'est des films locaux. C'est-à-dire des films qui parlent du territoire de la Côte d'Azur et avoir des sujets locaux pour pouvoir ensuite en faire des documentaires. Donc là, je suis en recherche de témoignages, voilà, j'ai pris des contacts et puis on verra bien. Et il y a toujours le projet, j'ai commencé à filmer un danseur du Burkina Faso qui s'appelle Aimé Issa Ouedraogo, et je raconte un peu son histoire, comment il est arrivé en France, mais surtout ce que je veux raconter, c'est quelqu'un qui retourne dans son pays pour c'est quelqu'un qui retourne dans son pays pour retrouver l'origine de sa danse, voilà. Et donc on a tourné toute la partie française et on attend de pouvoir aller au Burkina Faso pour tourner la suite. Donc il y a ce projet en cours et qui s'appelle L'origine du danseur. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que vos avis sur le métier ont au fil du temps changé? C'est-à-dire, est-ce que avant vous trouviez ça compliqué et que maintenant beaucoup moins avec votre recul? Au début, c'est vrai que je me suis orienté vers la fiction. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était travailler le réel. Parce qu'en fiction, vous avez beaucoup de mise en place, d'artifices en fait, hein, puisqu'il vous faut des comédiens, il vous faut de la lumière, il vous faut... Bon, je dis pas qu'il faut pas de lumière en documentaire, mais c'est quand même beaucoup moins lourd. Et au final, pour obtenir quoi, voilà, moi, je trouve que la plupart des films qu'on voit, qui sortent, il y a quand même beaucoup d'artifices pour arriver à exprimer un point de vue sur la maladie, ou un point de vue sur la mort, un point de vue sur n'importe quoi, hein. Donc il y a... Voilà, donc je me suis dit, en fait, ce qui, moi, me motivait beaucoup plus, et je sentais, malgré le fait que le documentaire est quand même un peu dénigré par défaut par rapport à la fiction, moi, ce qui m'anime, c'est de faire un documentaire, mais attention, pas de reportage, pas de comment dire,
Oui, voilà, pas de reportage d'information. Moi, je parle vraiment du documentaire de création. Je fais du documentaire de création. C'est-à-dire qu'il y a une véritable réflexion sur le sujet et il y a surtout une histoire dans le film. C'est-à-dire que mes films captent le spectateur jusqu'au bout. Et donc voilà, donc, ce qui a changé, c'était mon opinion du documentaire, hein, qui est d'abord dénigrée et qui finalement est devenue ma voix. Et même si je continue à écrire de la fiction, mais plus en série. Et oui, voilà. Ouais, après, ce qui n'a pas beaucoup changé, en tout cas, c'est que c'est un milieu très compliqué, très difficile. Le milieu du cinéma, hein, que ce soit documentaire ou fiction. Et c'est très compliqué d'y entrer, c'est très compliqué d'y rester, etc. Donc voilà, après l'essentiel c'est de ne pas perdre sa motivation de créer, quoi. Et c'est vrai que le documentaire est beaucoup plus à la portée de n'importe qui pour raconter l'histoire. On a besoin d'une petite caméra, un petit micro HF et un autre micro, et voilà. Hein, mais je dis pas que c'est simple, hein, mais on peut arriver à raconter une histoire avec le réel. Mais moi, bizarrement, c'est vraiment ce qui me motive le plus. Et je voulais parler aussi du fait que en fait, quand on arrive, qu'on est jeune, prétendu auteur-réalisateur, on a envie d'écrire des choses ou de faire des films qu'on voit un peu peut-être à la télé ou au cinéma, mais en fait ce qu'il faut, c'est partir de soi, c'est-à-dire partir de quelque chose de personnel pour raconter une histoire. C'est le conseil que je donnerais pour les jeunes auteurs-réalisateurs, c'est de partir de sa propre expérience, de son propre ressenti, et quitte à faire des choses autobiographiques entre guillemets, parce que c'est jamais strictement autobiographique, mais partez de quelque chose qui vous tient à cœur et qui est personnel, parce que de toute façon votre originalité elle sera là, c'est votre personne. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, je voulais parler aussi d'un À toi qui va naître, qui est un film que j'ai fait entre la fiction et le documentaire. D'abord, À toi qui va naître, c'est un film